Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est 8h45, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce mardi matin. Une revue de la presse qui est bien entendu consacrée à la tension, on va dire, régionale, en particulier en Syrie. Tous les quotidiens israéliens se penchent donc sur cette tension en Syrie, d'abord après les bombardements à l'arme chimique à Douma, mais aussi ensuite après le raid aérien contre une base de l'armée iranienne, des gardiens de la révolution dans le centre de la Syrie, un raid qui n'a pas été officiellement revendiqué, mais que les Russes se sont empressés de mettre sur le compte de l'armée israélienne. Selon Moscou, 2 avions de chasse israéliens F-15 ont survolé l'espace aérien libanais. C'est à partir de ce ciel libanais qu'ils ont tiré 8 missiles en direction de cette base appelée T4 dans le centre de la Syrie. En Israël, le seul lien fait par le Premier ministre avec cette attaque est une petite phrase prononcée donc hier par M. Netanyahou, Akam leorgecha ashkem veorgo, ce qui signifie que celui qui se dresse pour te tuer, tue-le en premier. C'est un principe, une devise que l'on trouve dans la Torah et qui a été donc mentionnée par le Premier ministre israélien. Allusion, en tout cas de la part du Premier ministre, à ce qui se passe le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, mais également cela pourrait donc être interprété par rapport à ce qui s'est passé donc dans la nuit de dimanche à lundi lors de ce raid donc qui a été effectué apparemment par des appareils israéliens. 14 personnes auraient été tuées, dont 4 Iraniens, dont des officiers des gardiens de la Révolution. Les commentateurs israéliens réagissent très massivement dans la presse israélienne de ce matin à cette tension ainsi qu'aux menaces de Donald Trump de s'impliquer en Syrie après les attaques chimiques qui ont causé la mort de près de 200 personnes à Douma. Smadar Peri, la commentatrice qui est spécialiste des affaires arabes, affirme dans le Yediot Aharonot que ce raid à cet instant précis n'est pas un hasard. Ceux qui l'ont commis ont supposé que 24 heures après l'attaque chimique de Douma, personne ne volerait au secours de Bachar Assad ou ne condamnerait une attaque contre son régime. Et aussi Yoshua, toujours dans le Yediot Aharonot, parle de la fin du roman russe entre Moscou et Jérusalem après l'annonce par les Russes selon laquelle eh bien, ce seraient les Israéliens donc, qui seraient responsables de ce raid aérien. La réaction des Russes qui ont rendu donc officiellement les Israéliens responsables modifie la donne en Syrie. Désormais, cela rend toute opération israélienne sur le territoire syrien plus dangereuse. Et la question que l'on peut se poser, écrit ce matin Yossi Yehoshua, c'est de savoir si les Russes oseront, le moment venu, tirer en direction d'un avion de chasse israélien. Il faut rappeler que jusqu'à présent, eh bien, la coordination entre l'armée de l'air israélienne et l'armée russe déployée en Syrie avait été parfaite. Dans le Israël Hayom, Ariel Goldstein répond à cette question en affirmant que les Russes ont suffisamment de problèmes aujourd'hui pour s'en rajouter un de plus avec les Israéliens. Dans le Israël Hayom, justement, le journal affirme en première page que la communauté internationale a été stupéfaite de découvrir la profondeur de l'attaque contre la présence iranienne en Syrie. Et le journal annonce que Donald Trump a promis de prendre très vite, d'ici les 24 prochaines heures, une décision concernant une entrée de l'armée américaine dans le conflit en Syrie, qui soudain prend, il faut bien l'avouer, une dimension tout à fait particulière. Pour le professeur Eyal Zisser, orientaliste, si Israël est responsable de ce raid aérien contre la base iranienne T4, alors on peut dire que les autorités israéliennes ont tiré une ligne rouge très claire à ne pas dépasser. Et le Israël Hayom se fait également l'écho d'une certaine satisfaction au sein des régimes arabes sunnites modérés, où l'on affirme, je cite, que seul Israël a eu le courage d'agir contre les tentatives hégémoniques de Téhéran en Syrie. À ce propos, justement, le Ma'ariv, sous la plume de Tal Devram, affirme que désormais la confrontation entre Israël et l'Iran est devenue totalement ouverte. Le Ma'ariv consacre ce matin sa manchette à l'attente concernant donc une décision américaine de riposte contre les attaques chimiques du régime d'Assad à Douma. Selon le journal, Trump envisagerait une attaque contre des positions syriennes avec le concours d'autres pays, peut-être de pays européens, qui s'opposent aux attaques chimiques de Bachar Assad. D'une manière générale, on peut affirmer
qu'il y aurait au moins 2 bonnes raisons qui pourraient justifier une attaque israélienne contre des positions iraniennes en Syrie. La première, c'est le sommet tripartite d'Ankara durant lequel Rouhani, Erdogan et Poutine se sont partagés les zones d'influence en Syrie. En attaquant, Israël veut montrer qu'il ne tolérera pas la poursuite d'une présence armée iranienne qui pourrait le mettre en danger. La seconde explication est qu'en lançant cette offensive, les Israéliens ont voulu envoyer un message clair aux Américains en leur demandant de s'impliquer plus directement dans ce qui se passe en Syrie. Et l'on voit, c'est apparemment ce qui est en train de se produire. Les médias israéliens, et en particulier les journaux télévisés d'hier soir, ont diffusé une vidéo plutôt embarrassante montrant un Palestinien qui est abattu apparemment par un soldat de Tsahal, un sniper de l'armée israélienne, près de la barrière de sécurité qui sépare la bande de Gaza du territoire israélien, et ce alors que ce Palestinien ne semblait apparemment pas représenter de la moindre menace pour les soldats. Selon les estimations de Tsahal, cette vidéo ne date pas de ces derniers jours mais de plusieurs mois. L'armée a décidé d'ouvrir une enquête dans cette affaire qui risque de ternir son image de marque. Ceci étant, les journaux de ce matin indiquent que le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'est entretenu hier avec les familles d'Oron Shaul et d'Adar Goldin. Il les a assurés que des efforts incessants étaient entrepris pour rapatrier les corps, les dépouilles des 2 soldats israéliens détenus par le Hamas depuis maintenant plus de 3 ans. Le Maariv nous indique ce matin que le parti Israël Beiteinu a pris l'initiative de destituer la députée arabe israélienne Hanin Zouabi après que cette députée, on peut dire réputée pour ses provocations, est appelée à la tribune des Nations Unies à New York les Palestiniens à marcher vers Jérusalem. Les médias et les sites d'information israéliens se penchent sur les préparatifs du Yom HaAtzmaut et en particulier sur la cérémonie inaugurale des festivités du 70e anniversaire de l'État d'Israël sur le mont Herzl à Jérusalem. Un premier développement, le président de l'Honduras, qui avait été invité à allumer l'un des flambeaux, a décidé de ne pas venir en Israël. Le président de l'Honduras n'a apparemment pas apprécié, on peut le comprendre, les critiques d'une partie de la classe politique israélienne, plutôt à gauche, on va dire, sur l'échiquier politique israélien, concernant la politique qu'il mène dans son pays et même certaines fraudes électorales qui auraient pu accompagner son élection. Il a donc décidé de s'abstenir, il faut tout de même préciser, parce que cela n'a pas été clairement expliqué, que le président Hernandez, donc le président de l'Honduras, n'a pas été invité en tant que président de ce pays, mais parce qu'il avait participé il y a quelques années à Machov, un programme du ministère israélien des Affaires étrangères visant à mieux expliquer la réalité israélienne à de futurs leaders étrangers. Par contre, on semblait s'acheminer vers un règlement de la crise autour du discours du Premier ministre Netanyahou lors de cette soirée inaugurale. Il avait été décidé que M. Netanyahou allumerait l'un des 12 flambeaux et dirait quelques mots de bienvenue, mais hier, une réunion de réconciliation entre Binyamin Netanyahou et le président de la Knesset, Yuli Edelstein, a été annulée. Cela pourrait remettre en cause donc cet accord de compromis entre les 2 hommes. À l'approche du Yom HaShoah, le Yediot Aharonot nous présente en première page ce matin le témoignage de Keren Brosh, l'une des petites filles de Mireille Knoll, assassinée et brûlée il y a un mois à Paris dans son appartement parce qu'elle était juive. Keren Brosh est aujourd'hui officier, capitaine dans Tsahal, dans les unités du renseignement militaire, et elle relate dans ce témoignage écrit avec quelle fierté sa grand-mère parlait du fait que sa petite fille était officier de l'armée israélienne. Dans ce témoignage, Keren Brosh écrit qu'elle se remémore en permanence ceux qu'ont pu être les derniers instants terribles de sa grand-mère, et elle se demande pourquoi un tel acte, pourquoi une telle mort pour Mireille Knoll qui avait échappé à la rafle du Veldiv durant la Shoah. Mais dans ce témoignage, Keren raconte également comment sa grand-mère l'amenait promener avec ses sœurs dans le jardin du Luxembourg, comment elle aimait leur acheter des glaces à la crème, les amener au cinéma ou au musée. Ma grand-mère aimait la vie, c'était une belle femme. Je me souviens que lorsque j'ai eu 7 ans, ma mère nous a demandé si nous voulions partir en Israël. Ma grand-mère a survécu à la Shoah, mais elle a été assassinée parce qu'elle était juive à cause de l'antisémitisme qui règne aujourd'hui en France, écrit la capitaine Keren Brosh, petite fille de Mireille Knoll, Zichrona Livrach. Il faut souligner que dans les journaux, on peut trouver dès ce matin des témoignages de rescapés ou même des récits comme celui sur Witold Piski, qui a été le Polonais qui a révélé au monde la vérité sur Auschwitz. Un Polonais chrétien qui a passé 3 ans dans le camp de la mort. C'était un homme qui avait fondé la résistance polonaise tout de suite après le début de la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Il s'était fait interner à Auschwitz alors que le camp n'était pas encore un camp de la mort, afin de fomenter une révolte des résistants polonais qui, comme lui, y avaient été internés. Il faut préciser que les commémorations du Yom HaShoah, qui débuteront donc mercredi soir, seront placées cette année sous le signe du 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël, bien entendu, avec ce lien
indéfectible entre la Shoah et la Renaissance, la Tkouma, la Renaissance de l'État d'Israël. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.